Elle a volé notre héritage, a déclaré maman au juge. Nous exigeons une restitution complète. Papa a hoché la tête. Leur avocat a souri avec assurance. J'ai répondu calmement, compris. Le juge a demandé ma réponse. J'ai ouvert mon dossier et j'ai prononcé 2 mots, audit forensique. L'avocat de maman a laissé tomber son stylo. Je suis Camille Dubois, et j'ai appris très tôt qu'être la plus jeune signifiait être invisible. Mon frère aîné, Maxime, a bénéficié du mentorat commercial de papa. Ma sœur, Victoire, a obtenu les relations sociales de maman et les adhésions au cercle privé. J'ai eu la chambre restante au sous-sol et le message clair que mon existence était une pensée après coup. Camille n'a tout simplement pas l'esprit d'entreprise comme Maxime, disait papa lors des dîners de famille, comme si je n'étais pas assise juste là. Certaines personnes sont faites pour le succès. D'autres non. Maman était pire. Elle présentait mes frères et sœurs avec fierté. Maxime dirige 3 concessions automobiles, et Victoire s'est mariée dans la famille de Courcelles, et ensuite elle arrivait à moi avec un geste dédaigneux. Et Camille fait quelque chose avec des ordinateurs. J'étais ingénieur en logiciel dans l'une des 40 plus grandes entreprises françaises. J'y étais depuis 8 ans, gravissant les échelons de développeuse junior à architecte de système senior. Mon salaire était de 223 200 € plus des options d'achat d'actions. Mais pour ma famille, j'étais la déception qui jouait avec des ordinateurs au lieu de faire un vrai travail. La véritable tension a commencé lorsque grand-mère Hélène est décédée et m'a laissé sa succession. Pas la totalité, juste la partie qu'elle avait mise de côté spécifiquement pour moi. La résidence principale est allée à papa, comme prévu. La propriété de vacances en Haute-Savoie est allée à oncle Jacques. Mes grands-mères avaient maintenu une fiducie séparée d'une valeur de 2 139 000 € désignée uniquement pour moi, sa petite fille brillante, qui voit le monde différemment. La lecture du testament a été un cauchemar. C'est ridicule, a craqué Victoire lorsque l'avocat de la succession a lu la disposition de la fiducie. Camille n'a pas besoin d'autant d'argent. Elle ne sait même pas quoi en faire. Maxime s'est penché en avant. Il doit y avoir une erreur. Grand-mère ne lui aurait pas donné tout le portefeuille d'investissement. Le visage de papa était rouge. Nous devons contester cela. Hélène n'avait pas toute sa tête ces dernières années. Maman a tamponné ses yeux avec un mouchoir, jouant la fille en deuil. Camille l'a probablement manipulée. Grand-mère était si vulnérable. Je me suis assise tranquillement, les mains croisées sur mes genoux. Grand-mère Hélène avait été plus vive à 92 ans que la plupart des gens à 50 ans. Elle avait construit ce portefeuille elle-même, commençant avec 46 500 € provenant de la vente de sa première entreprise et le faisant fructifier sur 4 décennies. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. L'avocat de la succession, Monsieur Vincent, s'est raclé la gorge. Madame Dubois était absolument lucide lorsqu'elle a établi cette fiducie. J'ai de la documentation médicale et des déclarations de témoins confirmant sa capacité mentale. La fiducie est inattaquable. Nous verrons cela, a marmonné papa. Ce que ma famille ne savait pas, ce qu'il n'avait jamais pris la peine de demander, c'était que j'avais pris à cœur les premières leçons de grand-mère. Alors qu'il me voyait comme l'échec de la famille, j'avais construit quelque chose de substantiel. Grand-mère Hélène m'avait appris à investir quand j'avais 16 ans. Pas les bases, les vraies stratégies. L'allocation d'actifs, la croissance composée, l'optimisation fiscale, la gestion des risques. Elle m'avait donné 4 650 € pour démarrer mon propre portefeuille et m'avait fait faire un rapport mensuel sur mes décisions. L'argent ne concerne pas combien tu gagnes, m'a-t-elle dit lors d'une de nos séances du dimanche après-midi dans son bureau. Il s'agit de combien tu gardes et de l'intelligence avec laquelle tu le fais travailler. Au moment où j'ai eu 25 ans, j'avais transformé ces 4 650 € en 43 710 €. À 30 ans, mon portefeuille d'investissement personnel valait 353 400 €. À 33 ans, j'avais franchi les 930 000 €. Je vivais modestement, un appartement agréable mais banal, une Peugeot de 7 ans. J'épargnais 60% de mes revenus et j'investissais de manière agressive mais intelligente. J'ai diversifié dans des fonds indiciels, des sociétés de placement immobilier et des actions de croissance soigneusement sélectionnées. Mais plus que cela, j'avais appris à lire les gens et les schémas. J'avais appris à voir ce que les autres manquaient. Et j'avais appris que parfois, la meilleure stratégie était d'être sous-estimé. Quand grand-mère est tombée malade,
je lui ai rendu visite 3 fois par semaine. Pas à cause de l'héritage, je ne savais rien à ce sujet, mais parce qu'elle était le seul membre de la famille qui m'avait vraiment vu. Nous parlions des marchés, de la vie, de ses regrets et de mes rêves. Ils pensent que tu es faible, avait-elle dit lors d'une de nos dernières conversations. C'est leur erreur, pas la tienne. N'oublie jamais cela, Camille. 6 semaines après les funérailles, l'avocat de papa m'a signifié des papiers. Il me poursuivait pour la totalité des 2 139 000 €, prétendant que j'avais manipulé grand-mère Hélène par une influence indue, une coercition mentale et l'exploitation d'une personne âgée vulnérable. Le procès a été déposé au tribunal des successions 3 mois après la mort de grand-mère. Mes parents avaient assemblé une équipe juridique agressive, 3 avocats de Courcelles et Beaumont, l'un des cabinets les plus chers du pays. Leur plainte faisait 47 pages. Elle prétendait que j'avais isolé grand-mère Hélène de sa famille, manipulé ses médicaments pour créer de la confusion, falsifié des documents et des signatures, l'avait contrainte à changer son plan successoral sous la contrainte, et volé des héritages familiaux et de l'argent liquide. Chaque allégation était complètement fausse, mais il comptait sur les apparences, des parents en deuil, des frères et sœurs inquiets, et la plus jeune fille bizarre qui avait d'une manière ou d'une autre obtenu l'argent. Le journal local a repris l'histoire, une famille allègue de la maltraitance envers une personne âgée dans un litige successoral de 2 139 000 €. Maman a donné une interview larmoyante sur la façon dont ils avaient le cœur brisé de découvrir ce que j'avais fait à grand-mère. Mon téléphone a explosé de messages de parents éloignés, d'anciens amis, même d'anciens collègues. Tout le monde avait une opinion. La plupart supposaient que j'étais coupable. J'ai engagé une avocate, une praticienne indépendante nommée Rebecca Rousseau, qui se spécialisait dans les litiges successoraux. Elle coûtait la moitié du prix de l'équipe de Courcelles et Beaumont, mais elle avait quelque chose qu'ils n'avaient pas, une véritable intégrité. Ils visent l'intimidation, a expliqué Rebecca lors de notre première réunion. Grand cabinet, multiples avocats, communication des pièces agressives. Ils veulent que vous transigiez juste pour que cela s'arrête. Je ne transige pas, ai-je dit calmement. Bien, parce que nous allons les détruire. Rebecca et moi avons passé 4 mois à construire notre défense, mais plus que cela, nous avons construit notre contre-offensive. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos des litiges, a expliqué Rebecca. La phase de communication des pièces fonctionne dans les 2 sens. Ils pensent qu'ils vont fouiller dans votre vie et trouver de la saleté. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que nous pouvons fouiller dans la leur. Nous avons soumis des interrogatoires écrits, des questions formelles auxquelles ils devaient répondre sous serment. Nous avons demandé des documents, relevés bancaires, déclarations d'impôts, enregistrements de communication, chaque interaction qu'ils avaient eue avec grand-mère Hélène au cours des 10 dernières années. Et ensuite, nous avons attendu. Les documents ont commencé à arriver. Au début, c'était des choses standards. Puis Rebecca a remarqué quelque chose. Camille, regarde ça. Elle a étalé 3 relevés bancaires sur son bureau. Ce sont les comptes de ta mère. Tu vois ces retraits? 13 950 € en mars, 20 460 € en juin, 16 740 € en septembre. Tous marqués près de Hélène Dubois. Je me suis penché en avant. Grand-mère prêtait de l'argent à maman? Pas seulement à ta mère. Regarde. Plus de relevés. Papa avait emprunté 39 990 € sur 2 ans. Victoire avait pris 62 310 €. Maxime avait emprunté 28 830 € pour agrandir l'une de ses concessions. Aucun d'eux n'avait remboursé quoi que ce soit. Le sourire de Rebecca était prédateur. Ta grand-mère finançait leur style de vie, et il la traitait comme un distributeur automatique de billets. Nous avons continué à creuser. Rebecca a engagé un expert comptable judiciaire, un spécialiste retraité de la police judiciaire nommé Antoine Perret, qui avait passé 20 ans à traquer les crimes financiers. Ce que Antoine a trouvé était stupéfiant. Mes parents avaient une procuration sur l'un des comptes de grand-mère, un compte chèque qu'elle utilisait pour les dépenses mensuelles. Au cours des 3 dernières années, il s'était fait 47 chèques à partir de ce compte, totalisant 172 980 €. Les chèques étaient marqués pour « dépenses de soignants » et « fournitures médicales », sauf que grand-mère avait des soins professionnels à temps plein par le biais d'une agence, et ses dépenses médicales étaient couvertes par l'assurance et une fiducie médicale séparée. L'argent était allé aux cotisations du cercle privé de mes parents, à la rénovation de la cuisine de Victoire et au bateau de Maxime.
Ce n'est plus seulement une défense de procès, a dit Antoine calmement. C'est du détournement de fonds, de l'abus financier envers une personne âgée, potentiellement criminelle. Rebecca m'a regardé. Comment veux-tu gérer cela? J'ai pensé à grand-mère Hélène, à nos séances du dimanche après-midi, à son enseignement selon lequel la force ne consistait pas à être bruyant. Il s'agissait d'être préparé. Nous allons au tribunal, ai-je dit, et nous les laissons s'enterrer eux-mêmes. La salle d'audience était bondée. Toute ma famille était assise d'un côté, maman, papa, Maxime, Victoire, oncle Jacques, tante Pascale et une douzaine de cousins. Leurs 3 avocats occupaient la table des plaignants avec des piles de classeurs et de dossiers. De mon côté, juste moi, Rebecca et 3 boîtes d'archives de documents. La juge Moreau est entrée. Elle avait la soixantaine, des cheveux gris acier et la réputation de ne pas tolérer les absurdités. Nous sommes ici pour la fiducie de la famille Dubois contre Camille Dubois, a-t-elle annoncé. Ceci est un litige successoral concernant la succession de Hélène Dubois, décédée. Maître, vos déclarations liminaires. L'avocat principal de ma famille était Richard de Courcelles lui-même. Associé principal, diplômé de la faculté de droit de Paris, 744 € de l'heure. Il s'est levé avec une confiance exercée. Votre honneur, cette affaire concerne un schéma de manipulation et d'abus. La défenderesse, Camille Dubois, a systématiquement isolé sa grand-mère, exploité sa vulnérabilité et la contrainte à détourner 2 139 000 € de ses héritiers légitimes. Nous avons des témoins qui témoigneront du contrôle inhabituel de la défenderesse sur les dernières années de Madame Dubois. Nous avons des preuves de changements suspects aux documents successoraux. Et nous avons une famille dévastée par la trahison. Il a parlé pendant 12 minutes. C'était soigné, émotionnel et complètement fabriqué. La juge Moreau s'est tournée vers notre table. Maître Rousseau. Rebecca s'est levée. Votre honneur, nous serons brefs. Les réclamations des plaignants sont entièrement sans fondement. Madame Hélène Dubois était une femme d'affaires brillante qui prenait ses propres décisions avec une pleine capacité mentale. Nous avons des dossiers médicaux, des déclarations de témoins et de la documentation prouvant cela. Plus important encore, nous avons des preuves qui démontreront exactement qui exploitait qui. Elle s'est rassise. 60 secondes au total. De Courcelles avait l'air presque offensé par la brièveté. Appelez votre premier témoin, a dit la juge Moreau. Ils ont appelé maman en premier. Elle a pris la barre dans une robe noire, jouant la fille en deuil. De Courcelles l'a guidée à travers un témoignage soigneusement scénarisé sur la façon dont j'avais pris le contrôle de la vie de grand-mère, repoussé la famille et clairement influencé sa prise de décision. Madame Dubois, a dit de Courcelles doucement. Pouvez-vous décrire l'état mental de votre mère durant sa dernière année? Maman a tamponné ses yeux. Elle était confuse, oublieuse. Parfois, elle ne nous reconnaissait même pas. C'était déchirant à regarder. Et pourtant, elle avait apparemment assez de clarté pour faire de Camille la bénéficiaire principale d'une fiducie de 2 139 000 €. Exactement, a dit maman, la voix brisée. C'est comme ça que nous savons que Camille l'a manipulée. C'était une bonne performance. J'ai vu plusieurs personnes dans la galerie hocher la tête avec sympathie. Le contre-interrogatoire de Rebecca a été chirurgical. Madame Dubois, vous avez témoigné que votre mère était confuse et oublieuse. Est-ce exact? Oui, a dit maman tristement. Pourtant, vous aviez aussi une procuration sur l'un de ses comptes, exact? Maman a hésité. Oui. Pour aider avec ses dépenses. Rebecca s'est approchée de la barre des témoins avec un document. Ceci est un chèque que vous avez écrit depuis le compte de votre mère le 15 mars pour 7 440 €. La ligne mémo indique les dépenses de soignants. Pouvez-vous expliquer ce que cela couvrait? Je ne me souviens pas de la dépense spécifique. C'est étrange, car les soignants professionnels de votre mère étaient payés directement par l'agence de soins. Leur dossier ne montre aucune interruption de paiement. Rebecca lui a tendu un autre document. Voici un chèque de 11 160 € daté du 3 juin. Aussi marqué et dépenses de soignants. Où est allé cet argent? L'avocat de maman a objecté. Pertinence, votre honneur. J'établis la dynamique financière entre la plaignante et la défunte, a dit Rebecca calmement. Hautement pertinent pour les allégations d'exploitation. Rejeté, a dit la juge Moreau.
Répondez à la question, Madame Dubois. Le visage de maman était rouge. C'était pour de l'aide supplémentaire. Des soins privés. Pouvez-vous fournir des reçus ou de la documentation pour ces soins privés? Je devrais les chercher. Rebecca a souri. Nous attendrons. Elle ne pouvait pas les produire parce qu'ils n'existaient pas. Rebecca a continué. Madame Dubois, vous avez également témoigné que votre mère ne vous reconnaissait parfois pas. Quand cette prétendue confusion s'est-elle produite? Ces 6 derniers mois. Intéressant, car nous avons des dossiers médicaux du docteur Pascal Arnaud, son médecin traitant, montrant des évaluations cognitives régulières. Chacune montre votre mère obtenant des scores dans la plage normale pour son âge. Aucun signe de démence, aucune déficience cognitive. Elle a soumis les dossiers. La juge Moreau les a examinés, son expression s'assombrissant. Ils ont appelé papa ensuite. Même scénario, fils en deuil inquiet de l'état mental de maman, choqué par ma manipulation. Rebecca l'a détruit en 8 minutes. Elle a présenté des relevés bancaires montrant les 39 990 € de prêts qu'il n'avait jamais remboursés. Elle a montré une correspondance par courrier électronique où grand-mère avait explicitement demandé le remboursement et papa avait promis, le mois prochain, pendant 18 mois consécutifs. Puis elle a lâché la bombe. Monsieur Dubois, avez-vous dit à quelqu'un à la banque que vous étiez le tuteur financier de votre mère? Papa a bougé inconfortablement. J'ai peut-être mentionné que j'aidais à gérer ses affaires. Vous avez dit au directeur de la succursale que vous aviez une autorité financière totale. Sur la base de cette représentation, la banque vous a permis de faire des retraits de son compte d'investissement. N'est-ce pas exact? Je l'aidais. Vous avez retiré 21 390 € de son compte d'investissement sans sa connaissance ou son consentement. L'enquête interne de la banque, que nous avons assignée à comparaître, ne montre aucune signature d'autorisation de votre mère. De Courcelles était debout. Votre honneur, cela dépasse le cadre. Cela aborde directement les allégations des plaignants sur qui exploitait Madame Dubois, a dit Rebecca sèchement. Nous avons le droit de montrer l'image complète. La juge Moreau a hoché la tête lentement. Continuez. Les témoignages de Maxime et Victoire ont suivi le même schéma. Chacun a essayé de me peindre comme manipulatrice. Chacun a été éviscéré au contre-interrogatoire avec sa propre exploitation financière. À la pause déjeuner, leur dossier tombait en miettes. Après le déjeuner, c'était notre tour. Rebecca a appelé notre premier témoin, le docteur Pascal Arnaud, médecin de grand-mère depuis 22 ans. Docteur Arnaud, pouvez-vous décrire l'état mental de Madame Dubois durant sa dernière année? Absolument vif, a dit fermement le docteur Arnaud. Nous effectuions des évaluations cognitives régulières. Sa mémoire était excellente. Son jugement était sain. Elle était en parfait contrôle de ses facultés jusqu'à sa mort. Y avait-il des preuves de confusion ou de déficience? Aucune. En fait, elle en plaisantait. Elle disait qu'elle voulait rester assez vive pour gérer son portefeuille et garder sa famille honnête. Rebecca a souri. A-t-elle déjà exprimé des inquiétudes au sujet des membres de sa famille? De Courcelles a objecté. Oui dire. Exception de l'état d'esprit, a répliqué Rebecca, directement pertinent pour son intention testamentaire. Je l'autorise, a dit la juge Moreau. Le docteur Arnaud a hoché la tête. Elle m'a dit qu'elle était inquiète de la gestion financière de ses enfants. Elle a dit qu'il la traitait comme un distributeur automatique et n'avait jamais appris à construire quoi que ce soit eux-mêmes. Elle voulait s'assurer qu'au moins un petit enfant comprenne la valeur du vrai travail. Rebecca a soumis les dossiers médicaux complets du docteur Arnaud. Ensuite, nous avons appelé Antoine Perret, l'expert comptable judiciaire. Antoine a présenté ses conclusions méthodiquement, les retraits non autorisés, les prêts qui n'ont jamais été remboursés, le schéma d'exploitation financière s'étendant sur 3 ans. Selon votre opinion professionnelle, Monsieur Perret, y avait-il des preuves d'abus financiers envers une personne âgée? Absolument, a dit Antoine. Schéma classique. Des membres de la famille avec accès augmentant progressivement les retraits, utilisant des justifications vagues, ne fournissant jamais de documentation. Montant total extrait, 172 980 €, plus les prêts impayés, cela porte le tout à 341 310 €. La salle d'audience est devenue complètement silencieuse.
Rebecca s'est tournée vers la juge Moreau. Votre honneur, nous aimerions soumettre un document de plus. Il m'a tendu un dossier. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au banc du juge. Mes mains étaient stables. Ma voix était calme. La juge Moreau m'a regardé. Mademoiselle Dubois, vous avez été patiente tout au long de cette procédure. Avez-vous quelque chose à ajouter? J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient 3 éléments, une comptabilité complète de chaque retrait que mes parents avaient fait des comptes de grand-mère, un rapport d'un détective privé montrant que Maxime avait menti sur ses demandes de prêt pour sa concession, utilisant grand-mère comme investisseur fantôme à son insu, et un mémo de l'avocat de la succession de grand-mère Hélène écrit une semaine avant sa mort, déclarant explicitement qu'elle était saine d'esprit et voulait protéger ses actifs des membres de la famille qui n'ont jamais appris la différence entre gagner et prendre. J'ai regardé ma mère, mon père, mes frères et sœurs qui avaient passé des années à me faire sentir sans valeur. La juge a demandé, quelle est votre réponse aux allégations de votre famille, mademoiselle Dubois? J'ai prononcé 2 mots, audit forensique. La salle d'audience a explosé. L'avocat de maman a réellement laissé tomber son stylo. Il a claqué sur la table, bruyant dans le silence choqué. La juge Moreau s'est penchée en avant. Expliquez. Votre honneur, ai-je dit calmement. Je demande un audit forensique complet des comptes de ma grand-mère pour les 5 dernières années. Chaque retrait, chaque transfert, chaque chèque. Je veux savoir exactement où l'argent est allé et qui en a bénéficié. De Courcelles était debout. Votre honneur, c'est une pêche au renseignement. C'est une réponse à leurs allégations de manipulation financière, a interjeté Rebecca doucement. Ils ont accusé ma cliente de vol. Nous avons le droit de montrer qui prenait réellement. L'expression de la juge Moreau était glaciale. Je suis encline à être d'accord. Monsieur de Courcelles, vos clients ont fait des allégations graves. Ils ont ouvert la porte à un examen financier complet. Le visage de papa était devenu pâle. Maman avait l'air d'être sur le point d'être malade. De plus, ai-je continué, je suis prête à montrer que pendant que ma famille exploitait ma grand-mère financièrement, j'étais la seule à l'aider à construire son portefeuille. J'ai 3 ans de correspondance par courrier électronique discutant de stratégies d'investissement, d'analyse de marché et de planification financière. J'ai des enregistrements des dimanches après-midi que j'ai passés avec elle, et j'ai ses propres mots dans de multiples documents expliquant exactement pourquoi elle a choisi de me laisser cette fiducie. J'ai tendu à la juge la lettre finale de grand-mère. La juge Moreau l'a lue silencieusement. Quand elle a levé les yeux, son regard était dur. Cette lettre, datée d'1 semaine avant la mort de Madame Dubois, déclare explicitement son raisonnement. Elle écrit, « Camille est la seule qui comprend que la richesse ne se donne pas, elle se construit. Elle est la seule qui me rend visite pour parler d'idées, pas pour demander de l'argent. Elle est la seule en qui j'ai confiance pour honorer ce que j'ai construit plutôt que de le gaspiller. » La juge s'est tournée vers ma famille. Quelqu'un conteste-t-il que c'est l'écriture de Madame Dubois? Silence. Votre honneur, a dit Rebecca doucement. Nous avons aussi des images de sécurité du bâtiment de ma cliente montrant ses visites régulières. Nous avons des relevés téléphoniques. Nous avons des déclarations de témoins des soignants de grand-mère, qui témoigneront tous que Camille était la visiteuse la plus fréquente et n'a jamais demandé une seule fois de l'argent ou parlé d'héritage. De Courcelles a essayé une dernière fois. Votre honneur, cela ne change pas le fait que la distribution était inégale. Parce qu'elle l'a mérité, a claqué la juge Moreau. D'après ce que je vois, mademoiselle Camille Dubois était le seul membre de la famille qui ne traitait pas Hélène Dubois comme une banque personnelle. Elle a regardé les documents étalés devant elle, la preuve de l'exploitation de mes parents, les dossiers médicaux prouvant la compétence de grand-mère, la lettre expliquant son raisonnement. Je suis prête à rendre mon jugement, a-t-elle dit. La juge Moreau n'a pas hésité. Après avoir examiné les preuves présentées, je trouve que les allégations des plaignants sont complètement sans fondement. Hélène Dubois était saine d'esprit et de jugement clair lorsqu'elle a établi la fiducie pour Camille Dubois. La preuve médicale est accablante. La documentation est complète. Son raisonnement est explicite et rationnel. De Courcelles a commencé à parler. La juge Moreau a levé une main. De plus, je suis profondément troublé par ce que cette affaire a révélé sur la propre conduite des plaignants. Les preuves suggèrent un schéma d'exploitation financière de la défunte. Bien que la juridiction de ce tribunal soit limitée à la question successorale,
je renvoie cette affaire au bureau du procureur de la République pour un examen des accusations potentielles d'abus financiers envers une personne âgée. Maman a haleté. Les mains de papa tremblaient. Le procès est rejeté avec préjudice. La distribution de la fiducie reste telle qu'écrite. De plus, j'accorde à la défenderesse les honoraires d'avocat et les coûts d'un montant de, elle a vérifié le dossier de Rebecca, 43 710 €. Votre honneur, a essayé de Courcelles. Je n'ai pas fini, a dit la juge Moreau froidement. J'impose également des sanctions contre les plaignants pour avoir déposé une plainte frivole. 23 250 €, payable au tribunal dans les 30 jours. Elle a regardé ma famille avec un dégoût évident. Monsieur et madame Dubois, je suis sur ce banc depuis 19 ans. J'ai vu des disputes familiales pour de l'argent d'innombrables fois, mais j'ai rarement vu une hypocrisie aussi effrontée. Vous avez exploité votre mère financièrement pendant des années. Et quand elle a eu la sagesse de protéger ses actifs de vous, vous avez accusé la seule personne qui se souciait réellement d'elle. Maman pleurait, pas les larmes de performance de tout à l'heure, de vraies larmes humiliées. Cette affaire est close. J'espère que vous prendrez tout le temps de réfléchir à ce que vous avez perdu ici. Et je ne parle pas de l'argent. Le marteau est tombé. La salle d'audience s'est vidée lentement. Ma famille est partie par une sortie latérale, évitant tout contact visuel. De Courcelles et son équipe ont emballé leurs documents en silence. Rebecca a serré mon épaule. Tu l'as fait. Nous l'avons fait, ai-je corrigé. Dehors sur les marches du palais de justice, j'ai vérifié mon téléphone. 17 messages, la plupart de parents qui avaient pris parti pour mes parents, essayant maintenant de prendre leur distance. Un message est sorti du lot. Il venait du docteur Arnaud. Hélène serait si fière de toi. J'ai souri. Le journal local a publié une histoire différente cette fois, le juge rejette le procès successoral, renvoie l'affaire pour enquête criminelle. L'interview larmoyante de maman avait l'air assez stupide maintenant. 3 semaines plus tard, le procureur de la République a déposé des accusations. Maman et papa ont été accusés d'abus financiers envers une personne âgée et de fraude. Maxime a fait face à des accusations supplémentaires pour les faux documents d'investisseurs. Je n'ai pas célébré. Je me sentais juste fatigué. L'argent de la fiducie est allé exactement là où grand-mère Hélène l'avait prévu. J'en ai investi la majeure partie en utilisant les stratégies qu'elle m'avait enseignées. J'ai fait don de 186 000 € à la Fondation pour la recherche médicale sur la maladie d'Alzheimer en son nom, et j'ai mis en place un fonds de bourse d'études pour les étudiants universitaires de première génération étudiant la finance. 6 mois après le procès, mon portefeuille, combinant mes propres investissements avec la fiducie de grand-mère, a franchi les 3 534 000 €. Je conduis toujours la même Peugeot. Je vis toujours dans le même appartement. Mais maintenant, quand je regarde mon tableau de bord d'investissement, je pense à ces dimanches après-midi avec grand-mère Hélène. Ils pensent que tu es faible. C'est leur erreur, pas la tienne. Elle avait raison. Ma famille pensait que je les volais. Ce que je faisais réellement, c'était protéger ce que quelqu'un qui m'aimait avait construit. Et dans le processus, j'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas une confrontation dramatique. C'est de bien vivre, de construire quelque chose de réel, et de savoir que vous avez gagné chaque morceau de cela. Maman et papa ont réglé les accusations criminelles avec un accord de plaidoyer. Ils ont payé une restitution et ont reçu une peine avec sursis. Maxime a perdu sa concession quand la banque a retiré sa ligne de crédit. Victoire a divorcé. Il s'avère que son mari n'appréciait pas d'être associé à une famille sous enquête pour maltraitance envers une personne âgée. Je n'ai parlé à aucun d'eux depuis 18 mois. Il ne me manque pas. La semaine dernière, je parcourais les papiers de grand-mère et j'ai trouvé une lettre de plus datée de 2 semaines avant sa mort. Elle m'était adressée, mais marquée, à ouvrir une fois la poussière retombée. À l'intérieur, elle avait écrit. Camille, si tu lis ceci, cela signifie que tu as gagné. Pas parce que tu t'es battu, mais parce que tu étais préparé. Je t'ai appris l'argent parce que je voulais que tu sois libre. Libre des gens qui prennent, libre de la famille qui te voit comme une ressource au lieu d'une personne. La fiducie n'était pas juste de l'argent. C'était la preuve que quelqu'un voyait qui tu es vraiment. Construis quelque chose de beau avec. Et souviens-toi, le meilleur investissement que tu feras jamais est en toi-même. Amour toujours, grand-mère Hélène. J'ai encadré cette lettre.
Elle est accrochée dans mon bureau, juste à côté de ma certification de l'autorité des marchés financiers et de ma certification de conseillère en gestion de patrimoine. Parce que grand-mère avait raison sur une chose de plus. Je n'étais pas juste sa petite fille qui jouait avec des ordinateurs. J'étais son héritage.